Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marianne Turgis. Bonjour Marianne. Bonjour Manon, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va parler de la révolution silencieuse de l'IA sur le métier de DRH. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qu'on va faire juste dans quelques instants, quelques mots sur le sommaire et sur les modalités du webinaire. Donc, comme tous les webinaires Parlons RH, ce webinaire durera 45 minutes. Il sera composé de 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, on donnera un petit peu de contexte. Ensuite, on verra pourquoi l'IA aujourd'hui, c'est un enjeu essentiel pour la fonction RH. Et puis enfin, on verra dans la troisième partie les cas d'usage et les bénéfices que les DRH peuvent tirer de l'IA. Chacune de ces 3 grandes parties sera suivie de temps d'échange avec vous pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat et la boîte à questions. Je vois que vous avez déjà commencé à dire bonjour dans le chat. Merci beaucoup. Bonjour à tous encore une fois. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat et on viendra piocher au fur et à mesure du webinaire. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, Marianne, sans plus attendre, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter Partena Consultant? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous, merci pour votre accueil. Donc Marianne Turgis, je suis directrice générale au sein du groupe Partena Consultant et j'ai la responsabilité de la BU Paye et RH. Merci. Alors, on va revenir dans quelques instants sur ce que vous faites un petit peu plus en détail chez Partena. Première question, je vois sur la slide que vous accompagnez plus de 2600 clients. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être sur la typologie des clients, les secteurs d'activité? Quels clients vous accompagnez au quotidien? Bien sûr, donc Partena Consultant, donc nous sommes déjà intégrateurs de solutions de gestion. Nous intervenons sur tous les domaines de la gestion informatisée, donc la finance, la paye, la RH, la dématérialisation, tout ce qui est également business intelligence. Sans oublier la partie infra et cloud. Donc nos clients sont des PME et des ETI. On va parler de, on va dire en effectif 20 à 5000 collaborateurs, un peu plus parfois, mais ça reste quand même notre domaine, je dirais, le plus proche. Aujourd'hui, en fait, les clients que l'on adresse, ce sont des clients qui ont besoin d'acteurs de proximité. Les domaines d'intervention sont essentiellement, je dirais, on n'a pas de domaine de prédilection. En revanche, on a quand même, il est vrai, dans notre catalogue client, beaucoup de clients dans le domaine des services, de l'industrie, de l'hôtellerie et dans le milieu associatif également énormément. D'accord, donc c'est quand même assez large. Oui. Et de quelle manière vous accompagnez ces clients justement? Quel type d'offres vous proposez? Alors, déjà en termes d'accompagnement chez Partena, on favorise la proximité avec nos clients. Pour nous, c'est important d'avoir en effet les pieds chez nos clients parce que c'est notre manière de mieux comprendre leur métier et de mieux comprendre leurs enjeux. Sur le domaine plus précis de la paie et de la RH, comme je vous l'ai dit, on a quand même des activités en termes de finance et de RH. Donc sur la partie plus proche de la RH, on va couvrir toute l'activité, toute la chaîne de valeur du collaborateur. Donc depuis son recrutement jusqu'à sa sortie finalement. Hélas, il faut bien sortir également un jour, hein, pour des bonnes ou mauvaises raisons d'ailleurs. Et donc ça consiste à gérer toute cette chaîne de valeur, donc recrutement, gestion administrative, portail collaboratif aussi, puisque on est à l'heure de la dématérialisation pour donner la main aux collaborateurs. Donc on va faire la gestion de la paye, la gestion des temps, les talents bien sûr, la formation, et on n'oublie pas toute la partie reporting et pilotage de masse salariale. Voilà, ça c'est vraiment en détail ce que l'on fait sur la partie paye RH. Et puis après, comme je vous l'ai dit, on a d'autres activités qui concernent la finance, le RP, qui sont également très très importants chez Partena. Et quelle est votre plus-value? Alors, je dirais notre plus-value, c'est que déjà, on est des passionnés, on aime nos clients, on s'intéresse à leurs enjeux, on considère que chaque entreprise est unique et on a une forte culture du service, de l'engagement et de la proximité, comme je vous l'ai déjà précisé. Merci beaucoup Marianne pour cette présentation. Je vous propose de passer tout de suite à la première partie. Donc comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on est ensemble pendant 45 minutes pendant lesquelles on va parler de la révolution silencieuse de l'IA sur le métier de DRH. C'est vrai que l'IA
maintenant est arrivée au sein des entreprises, s'est fait une place sur le marché du travail. Mais jusqu'où transforme-t-elle réellement le métier de DRH? Est-ce qu'il faut la voir comme un simple outil d'optimisation ou comme un véritable levier stratégique pour les entreprises? C'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui. Et pour répondre à cette question, chez Partena, vous avez récemment mené une enquête avec OpinionWay en janvier 2025, dont vous allez nous livrer quelques résultats en avant-première. Avec grand plaisir, comme vous l'avez dit Manon, l'enquête elle est toute fraîche et on y tenait beaucoup chez Partena à lancer cette enquête pour la nouvelle année. Donc c'est un gros travail qui a été fait, donc une collecte d'informations auprès de plus de 300 DRH sur, on va dire, un panel de 80% PME ou grosses PME et 20% ETI. L'objectif pour nous était de vérifier un peu où les DRH en étaient, si on avait bien compris en fait quels étaient leurs enjeux. Je pense qu'au travers de cette enquête, ça nous a confirmé les tendances du marché, donc on en est assez content. Voilà, c'est important. Des choses qui sont quand même assez particulières, c'est que en effet, ce qui ressort aujourd'hui dans cette enquête, à la question quels sont les principaux défis des DRH, eh bien, on retrouve quand même 50% des DRH qui ont répondu que l'intégration de l'IA dans leurs usages du quotidien devenait une de leurs priorités. Alors, dans la réalité, pas de grosse surprise, parce qu'en effet, on a tous conscience des enjeux. En revanche, c'est vrai qu'on retrouve finalement cet enjeu au travers d'enjeux qui sont plus historiques et récurrents, tels que la gestion des talents ou la conformité. On parle encore de recherche de conformité parmi les grands défis. Donc, on met l'IA et la conformité finalement dans les sujets les plus importants. Et évidemment, les compétences, on sait quelle est la difficulté de recruter et de conserver ses collaborateurs. Alors, la vraie question, c'est que finalement, cette IA n'est-elle pas plus un outil pour justement aider les DRH à relever les défis des compétences et de la conformité légale, réglementaire, et puis plus globalement tous les enjeux qui sont la sécurité et les différents sujets engageants pour la RH. Donc c'est vraiment ce sujet-là, de voir l'IA plutôt comme un outil au quotidien qui est devenu une priorité. C'est un outil prioritaire en effet. Alors après, je dirais que sur cette partie, l'IA, on y croit, on n'y croit pas, on y est déjà, on n'y est pas. Néanmoins, la révolution silencieuse, on appelle ça révolution silencieuse. Pourquoi? Parce que la vraie question, c'est est-ce que cette IA, elle n'est pas réellement ancrée dans nos méthodes du quotidien? Manon. C'est une excellente question à laquelle nous allons d'ailleurs répondre tout de suite. Non, mais vous avez soulevé un point important qui est que, en fait, l'IA, ça fait un moment qu'elle existe et qu'elle fait partie du quotidien de tout le monde, que ce soit dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Donc, Marianne, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être des usages de l'IA qu'on retrouve dans la vie personnelle sans même parfois s'en rendre compte? Voilà, alors en fait c'est ça, c'est que on a tendance à penser que l'IA c'est quelque chose de nouveau, parce que là il y a eu une accélération fulgurante sur les dernières années, les derniers mois, mais la réalité est telle que dans notre vie personnelle, elle est déjà au cœur de nos préoccupations quotidiennes sans que ce soit préoccupant. Concrètement, dans notre vie personnelle, on a une voiture, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas si on a une voiture, on s'aperçoit tous que cette voiture, elle embarque des caméras, ce qui n'était pas le cas avant, et ça fait un petit bout de temps maintenant. On a la conduite assistée ou carrément la conduite autonome. On va même avoir, cet outil qui permet de remettre la trajectoire de la voiture quand on dérive un petit peu ou qu'on oublie de mettre son clignotant. Ou alors encore, le truc qui est assez impressionnant, c'est les signalétiques qui sont reconnus, vous savez, les panneaux de kilomètres ou encore les passages piétons. Donc tout ça dans notre quotidien, c'est quand même quelque chose que l'on vit. Et ça fait partie de l'intelligence artificielle. On peut prendre d'autres exemples. Il y a également les médias. On prend l'exemple de Netflix qui rentre dans le quotidien de beaucoup de foyers également, petits et grands. C'est que concrètement, on regarde, on consomme, et en fait, l'IA de Netflix va regarder ce qu'on a consommé et va nous faire des propositions par rapport à des consommations qui sont similaires aux nôtres et qui ont été fortement plébiscitées. Donc on voit que notre quotidien est quand même balisé par l'IA.
d'autres exemples, on en aurait à l'appel, mais c'est vrai que on peut parler également d'Alexa, l'assistant digital d'Amazon, qui finalement s'est introduit dans beaucoup de foyers. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Alexa, elle devient de plus en plus complice avec chaque membre du foyer, puisqu'elle va progresser de jour en jour par la précision en fait des réponses qui lui sont apportées, et elle va s'adapter aussi bien au papa, à la maman, aux grands-parents qu'aux enfants. Donc c'est assez merveilleux. Donc oui, l'IA est déjà bien ancrée, et aujourd'hui c'est déjà notre quotidien. Donc finalement, c'est pas quelque chose de transcendant d'un point de vue révolutionnaire. Donc on retrouve de l'IA en effet dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Exactement. C'est qu'en fait que concrètement, l'IA a déjà investi pas mal de domaines d'activité, et la RH en premier lieu. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'en RH, on a quand même beaucoup de tâches chronophages. Si on prend l'exemple de la rédaction d'une offre d'emploi. Avant, rédiger une offre d'emploi, c'était beaucoup de temps administratif à passer, d'accord ? Donc, rédiger l'offre, après, évidemment, la publier avec le bon ton pour obtenir les bonnes cibles. Eh bien, aujourd'hui, l'IA va en effet beaucoup aider les recruteurs, dans la mesure où l'offre d'emploi va pouvoir être rédigée par l'IA au niveau du contenu. D'accord ? Et également, on va pouvoir dire à l'IA, écoute, là, je m'adresse à un public plutôt jeune, plutôt, voilà, ou au contraire, plutôt classique, etc. Et donc, l'IA va même prendre le langage, le ton, qui va permettre d'avoir une annonce assez personnalisée pour pouvoir y répondre. Et au-delà du contenu et du registre de langage, il y a également des données statistiques, telles que par exemple, quels sont les attendus en termes de salaire pour ce type de poste dans le secteur d'activité, ou encore qu'est-ce qu'on attend comme package au niveau de la rémunération, d'avantages différents. Donc vraiment, l'IA va vraiment assister les services RH pour pouvoir justement gagner du temps au quotidien dans ces tâches chronophages. Et on y reviendra un petit peu plus tard d'ailleurs dans le webinaire sur les cas d'usage. Merci beaucoup Marianne pour cette belle introduction, cette première partie. Je vous propose tout de suite de prendre les premières questions. Alors je vois qu'il y a déjà pas mal de questions dans la boîte à questions. Merci à tous pour votre participation. Alors, première question qu'on peut soulever aujourd'hui, l'IA n'est-elle pas un risque de déshumanisation des RH ? C'est une question que beaucoup de professionnels se posent d'ailleurs. Tout à fait. Je pense que tout le monde doit se poser la question. La réalité, c'est qu'il faut savoir utiliser l'IA comme un outil, mais conserver son âme et sa manière d'être vrai. C'est-à-dire que concrètement, l'IA, elle va faire gagner du temps, mais elle remplacera pas l'homme. Elle va permettre finalement de simplifier, de décrypter des informations, d'accord, pour nous permettre de faire une restitution plus rapide, mais elle va pas remplacer le cerveau humain, tout simplement la touche humaine, genre le petit cœur qui bat là, voilà. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut utiliser l'IA comme un outil et conserver justement toute cette partie, humaine qui est la nôtre, pour la mettre en exergue et se démarquer par rapport à justement quelque chose qui serait devenu impersonnel. Merci beaucoup pour cette réponse. On a une autre question de Charlotte qui vous demande, Marianne, les défis, parce qu'on a parlé des défis dans la première partie, sont-ils différents, étaient-ils différents avant l'IA ? Alors, vous avez vu la restitution de l'enquête sur la première slide. On se rend compte que finalement, les défis n'ont pas vraiment changé, mis à part que l'IA est devenu le défi numéro 1 selon le sondage qu'on a fait. Ça reste malgré tout une enquête sur un panel. Voilà. Donc finalement, les défis sont les mêmes. Le recrutement, la conformité, la recherche de talent, l'employabilité, l'expérience collaborateur. Et derrière, on va avoir l'IA qui va nous permettre d'automatiser plus vite et mieux. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est l'IA est un outil qui va nous permettre de faire mieux et plus rapidement. Merci beaucoup. Je pense qu'on a encore le temps de prendre une petite question ou deux. Marianne, est-ce que dans la boîte à questions, il y a des questions qui vous tapent Alors, oui, je vois une question là, et merci pour la question, parce que j'ai en effet omis de vous préciser ce point. La question, c'est: bonjour, vous êtes intégrateur pour quel logiciel ? Donc, nous sommes intégrateurs de solutions de gestion pour les éditeurs
Lucas, Silae, CGDIM, Cégide et Sedge sur le périmètre paye et RH. Merci beaucoup. Alors, il y a encore d'autres questions. On va passer à la deuxième partie et puis on reviendra dans la seconde pause, puis la troisième pause pour les questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, dans la première partie, on a vu à quel point l'IA s'immisce progressivement dans nos vies personnelles et professionnelles et comment elle transforme en profondeur nos pratiques du quotidien. Aujourd'hui, les DRH ne doivent pas forcément avoir peur de l'IA, enfin plutôt le voir comme un vrai atout. Et on va voir pourquoi dans cette partie. Marianne, comment est-ce que l'IA permet de répondre aux principaux défis des RH aujourd'hui? Alors, ce point-là, Manon, en effet, est important de le préciser. Donc déjà, l'IA, vous avez compris, cette révolution silencieuse, c'est qu'elle vient s'intégrer au sein de l'organisation, mais elle est entière et existante. Donc aujourd'hui, comment l'IA va permettre de répondre aux défis des DRH, c'est elle va venir en fait sur la partie automatisation des process et garantie de la conformité légale. Eh bien, elle va simplifier les choses. C'est-à-dire que concrètement, en automatisant plus les tâches chronophages, répétitives, basées sur des règles, eh bien, on va pouvoir gagner du temps pour faire autre chose. D'accord? Et on s'aperçoit aujourd'hui que malgré tout, on a du mal à garantir la conformité légale, la conformité réglementaire, et qu'aujourd'hui, finalement, vérifier à l'application des règles, c'est à la portée de l'IA. Donc, le sujet par rapport à ça, c'est que sur l'automatisation des processus et la mise en conformité et le maintien de la conformité, eh bien l'IA va nous aider au quotidien pour gagner du temps et également s'assurer que les règles sont bien appliquées et applicables. Elle prendra pas de décision, l'IA. Elle va juste nous alerter sur des éventuelles erreurs ou des anomalies. Elle va aider à la prise de décision, mais exactement. Le DRH reste maître. Le DRH reste maître, et c'est justement parce que les RH vont être soulagés de certaines tâches, ce qui est déjà entamé depuis plusieurs années avec la digitalisation, et bien qu'on va pouvoir consacrer davantage de temps au capital humain. Et c'est d'ailleurs le deuxième point. Voilà. Comment on améliore l'expérience collaborateur au travers de l'IA. Donc clairement, aujourd'hui, que ce soit le collaborateur ou le manager qui est lui-même collaborateur ou le RH qui est lui-même collaborateur également, eh bien, on a besoin d'être aidé dans le quotidien pour pouvoir, je dirais, se libérer davantage sur d'autres tâches. On voit l'exemple du collaborateur quand il arrive dans une entreprise, il a besoin d'accéder rapidement à l'information. Des fois, on ne sait pas où demander. Eh bien, c'est vrai que l'IA, au travers d'un forum de chat, va pouvoir lui donner quelques informations. J'ai besoin d'une attestation employeur, vous voyez, par exemple. J'ai besoin de connaître qui s'occupe de l'assistance quand on a un problème avec son ordinateur. Des petites choses simples comme ça. Le manager, lui, de son côté, il va s'intéresser davantage à comment je peux gérer mieux mon collaborateur. Voilà. Donc, l'expérience collaborateur, elle va être augmentée si on laisse de la bande passante au collaborateur pour faire son travail stratégique, son travail opérationnel. Et il est vrai qu'aujourd'hui, un tas de tâches chronophages nous empêchent de pouvoir se concentrer sur notre métier, se recentrer sur notre métier tout simplement. Donc l'IA va être là pour nous accompagner, pour nous faire gagner du temps. Pour le DRH, ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer finalement la fonction administrative de la RH en fonction stratégique. Donc, on permet aux DRH et aux fonctions RH plus globalement de pouvoir se libérer de toutes ces tâches chronophages et répétitives pour pouvoir se concentrer sur la restitution, sur l'interprétation et sur la prise de décision. Merci beaucoup, Marianne. Pardon. Je vous en prie, Manon. Et donc, quels sont les aspects de la gestion RH qui ne sont pas encore automatisés et qui le nécessiteraient toujours selon les résultats de l'enquête que vous avez menée avec OpinionWay? Alors, sur cette enquête menée avec OpinionWay, on a posé la question, en effet, des outils. C'est-à-dire que concrètement, de quels outils ont besoin les DRH en termes d'automatisation. Donc, on constate que les réponses se portent toujours sur les talents, la performance et sur la gestion du capital humain. Donc, 50% des DRH disent qu'ils sont mal outillés sur ces domaines-là.
Donc, on revient sur le cœur central du SIRH. C'est que concrètement, il faut s'équiper. De toute façon, on ne pourra pas répondre aux défis de l'IA si on n'est pas équipé. Donc, l'outil SIRH est le domaine de prédilection de l'IA. Pourquoi? Parce que pour que l'IA fonctionne, il faut de la data et de l'automatisation. Et le SIRH va engranger un grand nombre d'informations, donc de données, et va veiller à ce que ces données soient automatisées. Donc, on est bien là sur des enjeux très importants. C'est disposer d'outils qui permettent de mettre en œuvre l'intelligence artificielle. Le SIRH va avoir ces données centralisées, mais centralisées, qui vont être à la fois sur les données liées aux collaborateurs, les données liées à l'entreprise et les données liées au sein des groupes qui se forment dans l'entreprise. Donc, on va pouvoir finalement mettre en interaction l'ensemble de ces données pour pouvoir restituer de l'information et permettre de prendre des décisions. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la nouvelle pause de questions. Alors, on a plusieurs questions. On va faire le tri parmi tout ça. Première question de Marie-Caroline. Comment fait-on pour arriver à passer le cap de l'IA? Alors, on parle de révolution silencieuse, mais en effet, c'est souvent interprété comme un cap parce que malgré tout, ce sont des décisions importantes à prendre. Des décisions sur lesquelles on peut avoir certaines craintes ou ne pas se sentir concerné, ou encore, ça peut être aussi un problème de ressources, d'organisation. Toutes les organisations sont pas prêtes à intégrer l'IA dans leur quotidien. Donc, évidemment, c'est un enjeu important. Merci pour la question. Là-dessus, je dirais, il n'y a pas de recette préétablie. Comme j'ai expliqué précédemment, les outils sont essentiels pour pouvoir passer ce cap. Les éditeurs avec lesquels on travaille embarquent nativement aujourd'hui de l'IA dans leurs outils. Et ce qu'il faut intégrer, c'est que quand on ne peut pas faire tout seul, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Donc chez Partena, on n'hésite pas en effet à intégrer nos clients dans un schéma d'accompagnement pour justement les amener à viser une cible à leur portée, échelonnée sur une période de manière justement à ce qu'ils y arrivent. Maintenant, encore une fois, on n'est pas obligé de prendre le train en marche dès maintenant. Il y a les pionniers, il y a les suiveurs, et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Donc, on peut faire le choix d'attendre et puis se lancer un petit peu plus tard. Une fois qu'on aura vu un peu les résultats, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ce qu'il faut, c'est quand même intégrer ça dans son schéma de pensée et se projeter sur les avantages de l'intelligence artificielle dans votre quotidien DRH. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Marie-Caroline, également pour votre question. On a le temps de prendre une ou deux questions de plus. Marianne, est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous voulez répondre? Parce qu'il y a le choix. Donc, alors, tout à fait. En effet, merci pour toutes vos questions. On peut peut-être prendre celle sur le recrutement. Ouais, il y en a beaucoup qui parlent de recrutement, enfin pas mal. Exactement. Ce qui est possible de faire avec l'IA dans le recrutement, que ce soit dans le tri des CV, mais j'ai vu aussi un peu plus haut sur la gestion RH, le tri des CV et les risques aussi de perdre des bons candidats. C'est ça. À travers le tri des CV, justement. Ouais, c'est une très bonne question, ça, d'ailleurs. Alors, concrètement, je pense que, justement, le recrutement, c'est un bon exemple pour parler de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et qui font gagner beaucoup de temps. En effet, après, on abordera rapidement les effets, négatifs sur lesquels il faut se prémunir. La question est bonne là-dessus. Donc, aujourd'hui, en fait, l'IA va nous permettre, en effet, l'IA intégrée dans un outil de recrutement va permettre déjà de faire une sélection de CV. D'accord, une sélection de CV on va pouvoir automatiquement matcher, en effet, par exemple, des compétences avec un poste, mais aussi des présentations, en fait, la manière de voir le poste des candidats, pouvoir la projeter facilement avec ce que veut l'organisation. Donc, il va y avoir un gain de temps colossal. Pourquoi? Parce que tout le processus de recrutement va en fait être analysé par l'IA et on va avoir des propositions. D'accord? Pour la question de est-ce qu'on va pas passer à côté de talents?
La réponse est peut-être. Je pense réellement, peut-être qu'on passera à côté de talent. Néanmoins, est-ce qu'on passera plus à côté de talent que si on l'avait fait manuellement? Concrètement, quand on voit dans certaines entreprises la masse de CV qui arrivent pour un poste donné, des CV parfois qui n'ont vraiment rien à voir avec finalement le poste qu'on recherchait. Donc ça, c'est quand même beaucoup de temps à passer pour les recruteurs. Donc l'IA va permettre sans doute déjà d'élaguer cette première couche où finalement, le CV n'était pas du tout adapté. D'accord. Moi, je pense souvent à un de mes clients qui était dans le milieu de l'hôtellerie et qui me disait, mais vous comprenez, j'ai lancé une annonce pour un poste de serveur et en fait, j'ai des CV de boucher. Donc, en effet, ça n'a rien à voir. La boucherie serveur, voilà, on est loin. Donc, vous voyez, toute cette première, finalement, sélection va permettre en effet aux recruteurs de gagner du temps compte tenu de la volumétrie. D'accord. Et clairement, passer à côté de quelque chose quand on a du gros volume, quand on fait les choses manuellement, ben on ne peut pas en effet garantir que on se trompe pas. Donc il faut accepter en effet que au travers de ce choix d'avoir souscrit à un outil avec de l'IA, eh bien on puisse passer à côté de certaines choses. Mais je pense que globalement on va récupérer plutôt un noyau dur de ce qui correspond à nos besoins. Et en revanche, là, il faudra peut-être passer le temps qu'on passait avant à faire un premier tri. Et bien finalement, là, on va le passer davantage à faire finalement la sélection finale parce qu'on pourra réellement s'intéresser à ce qu'il y a sur le CV et sur les compétences et les attentes du collaborateur. Donc je pense que on sera gagnant. Maintenant, ça reste subjectif. Donc je laisse chacun se faire sa propre idée là-dessus, mais il y a un vrai sujet par rapport au recrutement. Je pense que c'est une belle chose l'IA dans ce domaine d'activité. L'avenir nous le dira. Mais, exactement. Mais selon vous, les bénéfices seront quand même prédominants par rapport aux pertes. Exactement. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci aussi pour toutes vos questions. Alors, en faisant un peu le tour dans la boîte à questions, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur notamment les cas d'usage et les différents bénéfices de l'IA sur le métier, sur les différentes missions du DRH. Donc, je vous propose de passer à la troisième partie puisque c'est là où on va rentrer plus dans le détail. Donc, Marianne, quels sont les bénéfices concrets de l'IA? Dans un premier temps, on va explorer plein de choses dans cette troisième partie, mais dans un premier temps sur tout ce qui est automatisation et processus RH. Alors, ok. Alors, ce qu'il faut intégrer, c'est que finalement, l'IA, c'est une brique additionnelle à l'automatisation des processus RH. D'accord. Ça va nous permettre d'aller encore plus loin. Sur la partie conformité RH, j'ai vu qu'on avait une question, Manon, sur la paye également. Oui. Une question... alors, je peux la retrouver. Voilà, qui demandait comment ça pouvait fonctionner avec la paye l'IA. Donc, je trouve que cet exemple, il est assez concret. Comment utilisez-vous l'IA en paye? Voilà, il y avait beaucoup de... Ouais. Alors, je pense que sur cette partie-là, justement, on va pouvoir illustrer de façon opérationnelle. Ça va être plutôt efficace que on parle de choses théoriques. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir donner une dimension opérationnelle à ces mots. Donc, la paye est un bon exemple. La paye, on sait que c'est un métier très technique pour lequel on a besoin d'experts. L'expertise en paye, elle est rare et ça reste quelque chose de complexe. Moi, je crois pas du tout en l'IA presse-bouton qui va permettre de générer une paye juste, conforme, à l'heure, etc., etc. Enfin, du moins, pas aujourd'hui, d'accord, clairement. On peut pas remplacer l'homme, on l'a vu précédemment, d'accord. La paye, c'est compliqué. Mais en revanche, on pourrait la simplifier. C'est-à-dire que ce qui est sûr dans la paye, c'est qu'on doit la produire à temps, parce que sinon, alors juste à temps et avec des impératifs en fait très très compliqués, parce que le gestionnaire de paye, il est la dernière roue du carrosse. C'est lui qui réceptionne les informations et par contre, c'est lui qui doit produire la paye et les déclarations. Et on sait que là-dessus, les salariés, ils ont besoin de leur virement de paye à la fin du mois et que les instances, les organismes, eux, ils attendent pas on choisit pas quand est-ce qu'on envoie les déclarations. Et il y a d'autres problèmes qui viennent se poser que j'évoquerai juste après. Donc, sur cette partie paye, c'est simple, prenons le process du gestionnaire de paye. Qu'est-ce que fait le gestionnaire de paye? Il a besoin d'informations pour pouvoir produire la paye. Ces informations, elles dépendent pas de lui, elles dépendent de l'opérationnel.
donc de la gestion des temps et des activités, des managers qui vont pousser des variables de paye. Donc, le gestionnaire attend l'information. Donc, l'idée, là, c'est, au travers de l'IA, pouvoir modifier la manière dont on va collecter l'information. D'accord? Ça, c'est important. Collecter l'information plus rapidement pour que le gestionnaire de paye puisse produire plus rapidement. Ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est produire une paye juste. Donc, pour produire une paye juste, eh bien, il faut avoir des données justes. Les données justes, elles sont où? Elles sont déjà dans le logiciel. Comment on s'assure que le logiciel est à jour? Donc ça, aujourd'hui, nos éditeurs de paye nous aident beaucoup, puisque la conformité légale, la conformité conventionnelle est embarquée aujourd'hui. Les réglementaires clients sont embarqués dans beaucoup d'outils. Néanmoins, il reste les accords, les usages. Donc il faut pouvoir jongler avec tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que la paye ne peut pas être en mode presse-bouton. Sinon, voilà, il y a trop de particularités. Donc l'IA va permettre en fait d'accélérer, je pense, la collecte, d'accord, des informations, parce qu'on va la structurer, on va la processer, on va mieux l'organiser. Et derrière, pour le coup, on va pouvoir travailler sur des grandes masses, sur les volumes, en fait, pour la restitution, d'accord, pour les contrôles de paye. Il est clair que on a des indicateurs qui permettent de dire, bah là, c'est bizarre, on a des données qui sont bizarres, elles sont pas conformes à celles du mois précédent ou à celles de l'année précédente. Bon, bah ça, aujourd'hui, les gestionnaires de paye, ils le faisaient manuellement, avec des tableaux de synthèse, des tableaux de croisée dynamique ou bien des reportings. Mais du moins, c'était des tableaux qui se construisaient eux-mêmes. Eh bien, l'objectif, c'est justement qu'à terme, l'IA, elle soit capable de produire ces états de restitution. Beaucoup d'éditeurs commencent à embarquer justement dans leurs solutions des outils qui permettent de contrôler la paye. Et ce contrôle de paye, il se fait évidemment par l'intermédiaire de l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est important. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle souvent dans la conformité. On pense conformité de la paye, conformité des déclarations, d'accord, mais on oublie les impacts qui sont plus lointains. C'est que concrètement, ce qu'il faut intégrer aussi, c'est que une paye erronée a des impacts sur les droits des collaborateurs. Je pense au droit à la retraite, je pense au droit à la maladie. Vous voyez, toutes ces particularités. Et en fait, comment dire, c'est pour ça que la paye doit être juste, parce que les impacts sont trop importants au titre individuel pour les collaborateurs de façon générale. Donc ça, c'est un exemple pratico-pratique pour l'intelligence artificielle qui permet, je pense, d'illustrer très très fortement l'intérêt de la solution. Mais le gestionnaire de paye n'est pas encore prêt de perdre son travail. Je vous assure que la paye, ça restera toujours quelque chose de complexe à mon sens. C'est plutôt rassurant. Voilà, exactement. Alors après, on a aussi pour les managers. Aujourd'hui, sur les managers, on leur demande beaucoup de choses. Avant, on leur demandait de gérer l'aspect opérationnel de leur métier. Donc, on leur demandait d'être métier. Aujourd'hui, on leur demande, en plus du métier, de s'occuper des RH. D'accord? Donc, c'est un deuxième métier. D'accord? Même si, évidemment, on a nos RH qui nous assistent au quotidien, le métier de manager est de plus en plus complexe. Donc, le manager, il a pas fait une formation RH à la base, donc il faut l'aider pour aller plus vite et pour faire mieux. Voilà. Et on sait que manager, c'est compliqué. Donc, le manager va pouvoir au quotidien, lui aussi, s'aider de l'IA. Pourquoi? Parce que, de la même manière, s'intéresser à l'homme, ça prend du temps. Donc, si on peut pré-mâcher, en fait, l'information en décryptant certaines données qui permettent derrière au manager d'avoir une restitution fiable et de prendre ses propres décisions, eh bien, on va l'aider, on va l'accompagner, on va lui libérer du temps. Libérer du temps qu'il pourra consacrer à ses clients et à ses équipes. Voilà, donc pour le manager aussi, c'est important d'avoir cette assistance de l'intelligence artificielle qui va également lui pré-mâcher certaines tâches. Après, on peut parler aussi d'analyse prédictive. C'est qu'aujourd'hui, on fait des statistiques. On a des obligations légales sur les statistiques, les index égalité femmes-hommes, le bilan social, tous ces éléments-là. D'accord? Vous allez me dire, on les fait déjà. Oui, mais dans quelle mesure? Avec quelle rapidité? Avec quel niveau d'automatisation? Eh bien là, c'est pareil. Comme je l'ai dit précédemment, le SIRH est là pour centraliser de l'information. D'accord? Cette information, elle est à dispo. Donc, elle peut être interprétée. L'IA va pouvoir la restituer de façon condensée, de façon efficace pour justement permettre d'avoir des informations sur, par exemple, le turnover, sur complètement d'autres choses, sur les compétences du salarié à un instant T et comment on peut améliorer son quotidien pour lui permettre d'être mieux dans son poste de travail, sur quoi on doit appuyer, sur quelle formation on doit insister pour pouvoir le projeter. Eh bien, l'IA va nous donner des indices, d'accord? On va avoir des indices. Et ces indices, derrière, eh bien, ce sera à nous de les interpréter
pour, je dirais, prendre les bonnes décisions, d'accord? Prendre les bonnes décisions pour mener les actions. Donc, pour le manager, ce sera prendre les bonnes décisions pour permettre à son collaborateur de réussir ses objectifs, pour permettre à l'activité de bien fonctionner. Et pour le DRH, ça va être prendre les bonnes décisions pour pouvoir se recentrer sur l'humain et sur la fonction, son capital humain. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Je me permets de prendre une question à la volée parce que ça rebondit sur ce que vous disiez sur le rôle des managers, etc. Et je pense que c'est important de clarifier. Est-ce que ça veut dire que le métier d'assistant manager va disparaître? Alors, je dirais, j'ai pas la science infuse là-dessus. Mais encore une fois, je pense que l'assistant manager va plutôt céder de l'intelligence artificielle. D'accord, et que son métier finalement il sera plus à aider, à collaborer avec le manager sur d'autres sujets plus importants, voilà, plus humains, plus business aussi, hein, pourquoi pas, hein, d'accord. Mais l'assistant, lui, il va utiliser l'IA pour s'aider au quotidien, mais son rôle va pas disparaître. Merci pour cette clarification. Alors, on a vu les bénéfices pour tout ce qui est automatisation, processus RH, etc. Désormais, on va voir aussi les bénéfices de l'IA sur la gestion proactive du capital humain. Donc, dans un premier temps, l'IA aide à la personnalisation. Alors, en fait, dans la prolongation de ce qu'on vient de se dire, l'IA est là pour nous permettre de nous libérer du temps et d'être proactifs, d'accord? Donc proactif pourquoi? Évidemment, c'est pour se recentrer sur l'humain. Donc comment par la personnalisation? Mais en fait, tout le travail de masse, de volume, etc. aura été traité par l'IA. Et de ce fait, les RH, les managers vont pouvoir, eux, se concentrer sur les recommandations, d'accord? Donc après, on écoute ou pas les résultats. D'accord, on aura quand même des données chiffrées, des données contextualisées qui vont nous permettre justement de gagner du temps et donc de dire bah tiens, sur tel collaborateur, qu'est-ce qu'on note? On note que si je fais un condensé de ce que l'IA me restitue par rapport à ses entretiens annuels, ses entretiens professionnels, ses entretiens ponctuels avec les managers, avec éventuellement les interactions qu'il a au sein de son groupe avec les clients, etc. On va pouvoir restituer un tas d'informations qui vont nous permettre finalement de dire bah voilà les recommandations pour faire évoluer ce collaborateur. Eh bien, c'est telle décision que je dois prendre, d'accord? Ou bien encore sur la partie projection carrière. Souvent, projeter les collaborateurs sur des évolutions de poste, c'est pas forcément évident. Tout le monde n'aspire pas à être manager. Donc les évolutions de poste peuvent être différentes et là-dessus finalement on a besoin de savoir réellement qui est notre collaborateur pour pouvoir prendre les bonnes décisions et je pense que la bonne façon qu'on libère aux managers pour se consacrer réellement aux hommes va leur permettre vraiment de faire de l'intuition personnelle de façon beaucoup plus efficace. Alors malgré tout, hein, la notion de volume, je l'écarte pas. Hein. On sait que le volume empêche de faire de la personnalisation, mais justement, l'objectif étant d'arriver à pré-mâcher le travail pour pouvoir justement s'intéresser aux individus en tant que personne. Merci. Ensuite. Alors, on peut continuer sur l'assistant RH, oui. D'accord? Alors, l'assistant RH, on en parlait également avec la question précédente, justement sur la partie est-ce que l'assistant va disparaître? Non, au contraire. En revanche, toutes ces tâches chronophages, moi souvent chez les clients, j'entends on a une boîte hotline dédiée aux questions RH. D'accord, et il est vrai. Alors, et parfois, on a également certains collaborateurs qui reprochent au RH de pas être assez rapide et efficace dans leurs réponses. Il faut pas oublier que nos services RH sont hyper sollicités au quotidien, et que souvent pour des questions qui sont assez basiques et parce que le collaborateur a été mal aiguillé ou qu'il a oublié, etc., etc. D'accord, donc il est clair que cet assistant RH qui va être un peu automatisé grâce à l'IA, va permettre de dégager tout un premier lot de questions pour les RH. Concrètement, j'ai besoin de tel document.
pas de valeur ajoutée à ce que la responsable de l'administration du personnel transmette ce document à un collaborateur, d'accord, autant que ce soit automatisé. En revanche, un collaborateur qui va voir la gestionnaire de paye en lui disant, bah voilà, j'ai un problème ce mois-ci, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Bon, bah là, on va se rendre plus disponible parce que c'est important. On touche au salaire du collaborateur, d'accord. Si l'IA ne pourra pas répondre à toutes les questions, en revanche, elle va déjà permettre d'enlever tout un tas de questions basiques qui permettra de se concentrer sur les vraies questions importantes pour les collaborateurs, importantes pour leur évolution au sein du groupe et qui permettront aux collaborateurs de considérer qu'ils ont en effet de la considération de leur RH et de leur manager. D'accord, ça c'est important. Enfin, on parle souvent des signaux faibles. On parle des signaux faibles en entreprise. Et c'est vrai que ces signaux faibles, on a souvent du mal à les entendre. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué d'être disponible tout le temps pour tous. On est tous humains. Et on a beau faire du mieux qu'on peut, on ne voit pas forcément les choses. Et bien là encore, moi je crois fortement en la capacité de l'IA à nous mettre en alerte sur des signaux faibles. Alors, on peut parler des risques psychosociaux, mais pas que. D'autres sujets, tels que de la démotivation au sein des groupes ou du désengagement des collaborateurs. Ben ça, en fait, il faut pas s'en apercevoir quand c'est trop tard. Et l'IA qui est au centre du SIRH va pouvoir en effet détecter que dans son entretien annuel, tel collaborateur s'est plaint d'une surcharge de travail, que au sein du groupe de travail sur tel thème, le même collaborateur a évoqué également que il n'avait pas le temps de faire sa restitution parce que il avait beaucoup trop de choses de part et d'autre. Donc voilà. Je vous donne un exemple de détection de signaux faibles, mais c'est ça en fait, c'est que avoir de l'information pré-mâchée dans un outil centralisé, ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a un problème et donc de prendre les mesures correctives avant qu'il ne soit trop tard. C'est des choses qui sont importantes à mon sens pour la gestion du capital humain. Et alors, s'il fallait conclure ce webinaire, quel est le vrai atout de l'IA? Alors, je dirais, en premier lieu, ne pas oublier que l'outil IA est là pour accompagner, d'accord. Ça reste un outil et c'est juste une prolongation de la digitalisation des processus RH, d'accord. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. L'IA ne remplacera jamais l'homme. Et la disparition des postes, moi, j'y crois pas du tout. D'accord ? Il va plutôt transformer les fonctions de chacun et il permettra surtout au DRH de pouvoir construire une réelle stratégie sur la préservation et le développement de ces richesses humaines. L'IA s'appuie sur la data et sur l'automatisation. Donc, il est primordial pour toutes les fonctions RH de disposer d'outils qui leur permettent justement de travailler correctement, d'accord, pour répondre à ces défis. Et en premier lieu, évidemment, il faut disposer d'une base de données centralisée qui va permettre justement de travailler confortablement avec l'IA sur ces sujets, sur ces thématiques modernes, qui sont les enjeux, je dirais, du DRH contemporain. Absolument. Et maintenant qu'on a vu que l'IA était au service de la digitalisation, comment est-ce que Partena permet justement de répondre à tous ces enjeux? Alors, deux sujets. Pour répondre à ces enjeux, il nous faut les bons partenaires. Chez Partena, on a l'habitude de dire qu'on cultive la symétrie des attentions. Qu'est-ce que la symétrie des attentions ? C'est justement cette relation tripartite qu'on a avec nos éditeurs et autres partenaires, nos collaborateurs et nos clients. D'accord ? L'équilibre de Partena réside dans la proximité avec ses clients, la connaissance de leur métier pour pouvoir justement comprendre les enjeux, les défis et les remonter pour les mettre en place dans les outils. Mais pour ça, évidemment, on a besoin d'avoir des collaborateurs compétents. Donc, le premier atout de Partena et la plus-value, comme vous me posiez la question, Manon, en introduction, c'est avant tout d'avoir des équipes métiers qui connaissent non seulement le métier de la RH, le métier de la finance, d'accord, mais qui connaissent également les outils. Donc ça, c'est primordial. Et enfin, nos éditeurs.
Nous, en tant qu'intégrateurs, on est là pour défendre les intérêts de nos clients, d'accord? Mais nos éditeurs, nous considèrent comme partie intégrante de leur réussite. C'est qu'on réussit ensemble. On construit ensemble l'avenir de nos clients. Ils sont très très attentifs justement à ce qu'on attend des outils, aux remontées qu'on fait sur justement la nécessité d'avoir des fonctionnalités additionnelles pour aider nos clients. Et c'est cet échange en continu, en interaction constante entre clients, collaborateurs et clients qui fait la réussite de Partena. Donc, nos outils de digitalisation RH sont des outils du marché. Et nous, on apporte notre brique additionnelle, notre valeur ajoutée, en faisant aussi communiquer les outils qui sont des standards du marché avec les applications métiers du client. Ça, c'est aussi notre savoir-faire et notre expertise. Voilà. Merci beaucoup, Marianne, pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Alors, il est 11h45, je suis désolée, on n'aura pas le temps de prendre les dernières questions. On a essayé de répondre quand même à un maximum tout au long du webinaire en prenant pendant les pauses ou en dehors. Donc voilà, désolée pour tous ceux qui ont posé des questions et auxquelles on n'a pas pu répondre. Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Marianne pour faire durer ce webinaire et continuer la conversation et poser les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Pour ma part, j'ai encore 2 petites questions à poser avant qu'on se quitte. C'est des questions traditionnelles de fin de webinaire Parlons RH, le coup de com' et le coup de cœur. Vous pouvez commencer par le coup de com' si ça vous va. Allez, alors déjà merci à tous pour vos nombreuses questions. Alors le coup de com', justement pour vous remercier d'avoir participé à notre webinaire. Nous sommes très heureux de pouvoir vous faire partager l'enquête mandatée par Partena Consultant sur justement les défis du DRH moderne en 2025. Donc Mathilde va vous envoyer le lien incessamment sous peu pour que vous puissiez profiter des résultats de cette enquête. Vous verrez, c'est dense. On a choisi quelques parties pour le webinaire parce que vous comprendrez que elle était trop longue pour pouvoir parler de tout. Voilà. 45 minutes, ça passe vite. Ouais. Néanmoins, vous allez voir, très très intéressant. Et puis, en effet, nous restons disponibles chez Partena Consultant pour échanger plus longuement sur ces questions. Voilà, sur les résultats de l'enquête et sur l'intérêt que ça peut avoir au sein de votre organisation. Ça, c'est très important. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, sur le coup de cœur, j'avoue que pour le coup, là, c'est un petit coup de cœur personnel. C'est pas trop dans mon habitude de donner des petits coups de cœur personnels, mais aujourd'hui, en ce 20 février, c'est l'anniversaire de ma petite mère, donc 75 ans aujourd'hui. Donc, un petit clin d'œil pour ma mère. Encore une fois, la gestion de l'humain, c'est important chez Partena et c'est important également pour l'avenir des RH. Donc, il faut toujours conserver cette humanité dans un petit coin de chacun d'entre nous. Ça évitera la déshumanisation. Absolument. Et vous souhaiterez un très joyeux anniversaire à votre mère de notre part à tous. Merci beaucoup, Manon, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marianne, pour votre présence ce matin. Merci infiniment à vous toutes et tous pour votre participation, pour vos questions et tous vos messages dans le chat. C'est toujours un plaisir. Et je vous dis à bientôt et puis bon appétit. Merci Manon, merci à tous.